Permettez-moi de saluer les auditeurs, auditrices de Victoire FM, tout le personnel, parce que ça fait plus d'un an. Oui. Et je voudrais également présenter mes condoléances, parce que quand Jacob était décédé, depuis là, je ne suis pas venu à la radio. Cela faisait un an hier, jour pour jour. C'est ça, c'est ça, et paix à son âme. Et je voudrais saluer tous les leaders de l'opposition togolaise, et je compatis pour tout ce qui leur arrive, les moments difficiles qu'ils traversent. Je salue également les gouvernants et particulièrement son excellent président de la République, Faure Gnassingbé. Oui. Et permettez-moi également de présenter mes excuses au grand frère de l'Argo, parce que il y a pratiquement 8 ou 9 mois, lorsque j'avais décidé de prendre un peu de recul et de garder le silence, il faisait partie des journalistes qui m'avaient invité. Et j'ai été obligé de décliner parce que les moments étaient difficiles et il fallait vraiment que je protège ma vie. Donc c'est pour ça que j'avais décliné. Vous étiez menacé? Bon, je ne veux pas ouvrir cette parenthèse, mais bon, disons que c'est à cause de ça que la plupart des journalistes qui m'ont contacté à cette période-là, j'ai décliné l'offre et c'est pour ça que vous n'avez plus entendu parler de moi. Mais c'est vrai que j'écrivais, donc j'ai écrit plusieurs documents et le dernier, enfin le premier à être publié, c'est celui que j'ai rendu public la dernière fois. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le titre? Le titre, c'est est-ce que la reprise de la BRVM va s'inscrire dans la durée, l'évolution du marché, le Togo sur une mois titre, et puis la dette du pays. J'ai fait un certain nombre de propositions et les défis, diagnostiquer les défis que le Togo doit relever pour que la vie quotidienne de nos compatriotes puisse s'améliorer. Et justement, on va en parler de cette dette du Togo. Maintenant, ce matin, on vous remercie d'être parmi nous ici pour évoquer la situation au Togo. Mais vous êtes le président de l'association Veille économique. C'est grâce à cette association qu'on vous a vu sur la scène faire des propositions, des réflexions sur la vie économique du pays. Comment va l'association Veille économique? Bon, ça va. On continue notre travail d'information et on continue d'expliquer à nos compatriotes les tenants aboutissants de notre économie. Avant la publication de ce dernier document, le document que j'avais publié, c'est relatif aux affectations budgétaires au ministère de l'économie et du développement à la base. Et les projets qui ont été initiés, qui ont été développés, les ressources qui ont été affectées, donc et la période 2009 et 2023. 2009-2023, oui, sur 15 ans. Et donc ce travail d'information. Vous disiez que c'était un véritable échec. Oui, le diagnostic était clair. Beaucoup de milliards ont été investis pour des résultats inexistants sur le terrain. Tout à fait. Et il n'y avait pas de rapport. J'ai déploré le fait qu'il n'y avait pas de rapport d'évaluation qui suivait l'implémentation des projets. Donc, j'avais expliqué dans ce document comment les ressources ont été affectées, comment les ressources ont été utilisées, les résultats. Voilà. Et disons qu'entre-temps, j'ai donné 2 ou 3 conférences. Une conférence sur la vie chère, une conférence sur la crise inflationniste, la conférence sur la dette publique, et puis avec le CDI, nous avons présenté une conférence sur la dette et les DTS. Donc, bref, on va revenir sur ce concept-là. Mais par rapport au ministère de la base, sur la période 2009 à 2013, vous avez dit que les allocations budgétaires qui se chiffrent à plus de 234 milliards de francs CFA, aucun compte n'a été fait, les fonds alloués ne sont pas investis dans les domaines. Sans quand même relâche, vous avez taclé ce ministère de la base là, comme quoi c'est un ministère budgétivore qui ne répond pas aux aspirations du peuple togolais. En termes clairs, que vous voulez dire dans ce diagnostic fait? Bon, ce que nous avons relevé, nous avons analysé d'autres départements ministériels dont les documents vont être publiés plus tard.
Et ce que nous avons relevé, c'est que nous avons constaté une forte progression des affectations budgétaires à l'endroit du ministère du Développement à la base sur les 15 années. Et donc c'était, je crois, le premier département où la progression des affectations était très élevée. Le deuxième, c'était le département de Madame Sina Lawson, le département de l'économie numérique. Donc nous avons étudié il y avait plusieurs projets, beaucoup de projets qui ont été initiés. Et nous avons analysé un certain nombre d'incohérences, un certain nombre dans la gestion. Par exemple, à titre d'exemple, nous avons constaté qu'il y a une non-conformité en termes d'orthodoxie budgétaire entre les ressources, la nature des ressources levées et l'exécution, la nature de l'exécution. Sur le terrain. Par exemple, on va chercher de la dette pour faire comment pourrais-je l'appeler, de transfert monétaire. De façon, je dirais, en termes de gestion d'orthodoxie budgétaire, ça ne se fait pas. Lorsque vous cherchez de la dette, vous allez chercher de la dette, vous devez l'investir de manière à ce que cet investissement puisse créer de la richesse pour rembourser la dette. Mais lorsque vous allez chercher de la dette pour financer, par exemple, un transfert monétaire auprès des populations, eh bien, vous n'avez pas de création de richesse. D'accord? Donc, cette dette-là sera remboursée par une autre. Je n'ai été invité que par Vox Africa et les autres journalistes. Enfin, je n'ai pas eu l'honneur d'être invité par les autres journalistes pour expliquer ce document. Les documents, finalement, c'est destiné à qui? Nous avons... Non, enfin, les gouvernants. Est-ce qu'ils ont eu la copie de ces recommandations? Bien sûr. J'ai eu l'occasion de revoir votre confrère Germain Pouli, avec lequel j'ai débattu sur Vox Africa, et un bon débat, et voilà, où j'ai expliqué les tenants et les aboutissants, l'objectif de la publication, puisque je soupçonnais le ministère d'être plutôt un ministère dévoué à unir, c'est-à-dire au parti au pouvoir, et plutôt que de faire reculer la pauvreté. Donc, dans le diagnostic, nous avons clairement posé que, eh bien, les résultats attendus n'étaient pas forcément destinés au recul de la pauvreté, et mais que ça permettait au parti, au pouvoir, d'être présent dans toutes les régions du pays. Donc voilà, c'est un peu ce que nous avons essayé d'expliquer dans ce document en faisant un tel diagnostic et analyse. En termes clairs, économiquement, comment va notre pays, le Togo, aujourd'hui, docteur Nété? Bon, les gouvernants vous diront que ça va bien. Et la dernière fois, quand ils ont fait leur réunion à Néron, au séminaire gouvernemental, ils ont dit que, eh bien, la feuille de route était bien engagée, était bien gérée, qu'il y avait de l'espoir devant. Mais les chiffres disent autre chose. Et ces chiffres, ce ne sont pas les chiffres de M. Kounou. Ce sont des chiffres des gouvernants eux-mêmes. Nous allons peut-être l'aborder à titre d'exemple. Lorsque vous prenez les nouveaux emprunts du Togo, c'est-à-dire les nouvelles dettes que le Togo va contracter chaque année, vous les comparez avec le service de la dette, c'est-à-dire l'entretien de notre dette, le remboursement, le paiement en intérêt et le remboursement du principal. Lorsque vous comparez ces deux données depuis 2017, vous vous rendrez compte qu'il y a une dégradation. Et comment ça s'explique? Avant 2017, vous verrez que les nouveaux emprunts que nous contractons, les montants annuels sont inférieurs au remboursement de la dette. D'accord? Ça veut dire que nous nous endettons de moins en moins. Mais à partir de 2018, ça s'est inversé. Donc, depuis 2018 jusqu'à la fin 2023, vous allez constater que les nouveaux emprunts que nous allons chercher sont nettement supérieurs, avec un écart de plus de 150 milliards au remboursement, à l'entretien, ce qu'on appelle l'entretien de la dette. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça veut dire que le Togo
a besoin de ressources, de nouvelles ressources, de nouveaux emprunts pour pouvoir faire face à ces engagements, notamment paiement de la dette et le remboursement du principal. Donc on est en train de financer notre dette par d'autres dettes. Et ça conduit à ce qu'on appelle d'autres dettes encore. Oui, et ça conduit à ce que nous appelons l'insoutenabilité de la dette. Et donc, d'où le dernier accord avec la FEC, la Facilité élargie de crédit avec le FMI, qui a été mise en place et qui a d'ailleurs déjà commencé par être décaissé, pour permettre un certain assainissement. Et bon, les gouvernants eux-mêmes ont annoncé qu'ils vont faire du swap de dette, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'envisager de rembourser 1400 milliards sur les 2-3 prochaines années, et de manière à pouvoir soulager le pays en termes de trésorerie et à se donner une marge de manœuvre. Bon, les motifs et les pistes de solutions qu'ils ont évoquées ne m'ont pas convaincu personnellement. Et parce que ils sont juste en train de faire un glissement entre la dette domestique, la dette intérieure et la dette extérieure, où on veut rééquilibrer entre les deux la proportion des deux dettes pour pouvoir diminuer le stock global. Mais je ne suis pas convaincu. Vous écoutez, Dr Koumou, est-ce que le Togo est endetté ou surendetté? Non, le Togo est surendetté. Non, mais tous les ratios le montrent. C'est pas une question de sentiment. C'est des calculs mathématiques. C'est tout. Les ratios de dette aujourd'hui, les ratios du FMI, les ratios prudentiels montrent que nous sommes surendettés. Même si aujourd'hui nous avons fait un rebasage, là aussi je suis pas d'accord avec le rebasage du PIB, de notre richesse nationale. Nous avons fait un rebasage qui nous permet de faire diminuer ce que nous appelons un ratio d'endettement, où nous sommes passés en dessous de 70%. Mais lorsque vous prenez les niveaux de PIB du FMI, de la Banque mondiale, vous vous rendez compte que nous sommes au-delà des 70%. Mais il y a d'autres ratios qui montrent que nous sommes surendettés. Par exemple, le rapport de la dette rapportée aux ressources propres, qui doivent être à un certain niveau d'indicateur, ont dépassé largement ces indicateurs. Le ratio dette rapporté à ce que nous appelons la net present value, c'est-à-dire la valeur actualisée nette, a dépassé les 250%, le ratio de 250%. Donc, aujourd'hui, clairement, nous sommes surendettés. Et pour payer ces dettes-là, c'est tous les Togolais? Oui, c'est le contribuable. C'est le contribuable togolais qui rembourse, qui paye les intérêts, qui rembourse. Ce n'est pas... Par rapport aux accords qu'on voit régulièrement avec la Banque mondiale, avec d'autres institutions de Bretton Woods, est-ce que ce sont des accords, ces prêts-là, ce sont des prêts à rembourser? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, ce sont des crédits à rembourser. Bon, il faut dire que l'aide publique au développement, avec la rencontre de la Corée du Sud, on rentre dans l'aide publique au développement est duale. Je l'ai déjà expliqué lors d'une conférence. Elle est duale. Elle est composée de ce qu'on appelle les dons, qui sont sans intérêt et qui ne sont pas remboursables, et des crédits. Mais selon la situation économique du pays à faible revenu et fragile tel que le Togo, eh bien, on se retrouve à 50% de dons et 50% de crédits. Mais une fois que vous prenez les dons, vous êtes obligé de prendre des crédits. Et les crédits sont remboursables. Les crédits sont remboursables. C'est vrai que le taux d'intérêt sont concessionnels, c'est-à-dire à un niveau raisonnablement bas, mais c'est remboursable avec des maturités qui sont longues. Lorsque vous êtes avec le FMI et la Banque mondiale, vous avez des maturités qui sont longues, qui vont jusqu'à 40 ans. Donc, les dettes que son excellent président de la République, Yassibé Yadema, a contractées, et vous et moi, on continue par les payer. Des fois, même nos enfants aussi vont payer. Bien sûr. Donc, et au niveau du mois titre, ce sont des dettes de très court terme jusqu'à moyen long terme. Mais en ce qui concerne le FMI, ce sont et la Banque mondiale, ce sont des crédits concessionnels, donc avec des maturités, ce que nous appelons l'échéancier, qui est long.
Ok, on va évoquer les levées de fonds sur le titre de l'UEMOA, mais d'autres chiffres nous disent clairement que le Togo présente un risque modéré de surendettement. L'encours de la dette publique représente 55,9% du PIB en 2022, contre 3,1% en 2021. Si on parle du PIB, le produit intérieur brut d'un pays, en français facile, c'est quoi, docteur Netekou? C'est la richesse. Le produit intérieur brut d'un pays, c'est l'indicateur qui indique la richesse globale du pays. Est-ce que c'est figé? Non, ça évolue dans le temps, ça progresse. Normalement, c'est censé progresser chaque année. Une fois que vous faites de la croissance, eh bien, la richesse globale du pays est censée progresser. Donc là, les chiffres que vous venez de donner, ce sont les chiffres des gouvernants. Ils sont basés sur le rebasage du PIB. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ont considéré qu'il y a un certain nombre d'actifs qui n'ont pas été intégrés dans notre richesse. Donc, en les intégrant, ils ont fait progresser le niveau de PIB, je dirais, de façon artificielle, d'un montant à un autre. Moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, dans tous les documents publiés par le FMI, jusqu'à présent, les calculs mathématiques se font avec l'ancien PIB. Oui. Mais plus l'un, ils disent que ce PIB-là, réel, devrait croître de 6,3% en 2023, dont ou bien 6,6% cette année 2024. Mais ça, c'est le taux de croissance prévisionnel. C'est-à-dire... C'est des prévisions, ce n'est pas encore clair. Non, c'est pas... Pour 2023, même les analyses et les calculs ne sont pas encore complètement finis. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines données qui viennent de sortir. Le dernier rapport du FMI vient de sortir en avril. Mais pour 2024, ce sont des prévisions. Donc, on prévoit que le niveau global de la richesse nationale, le PIB, va augmenter de 6 ou 6,6. Voilà, donc ce sont des prévisions. Espérons qu'on va pouvoir... Mais on parle aussi de PIB par habitant. Oui, ça c'est le revenu par habitant. Et c'est le revenu moyen gagné par chaque Togolais par habitant et par année. Alors, tant calculé par rapport au taux de change et à l'inflation que nous appelons PPA, parité par pouvoir d'achat, revenu par habitant, parité de pouvoir d'achat, et le revenu par habitant ordinaire. La plupart du temps, les analyses se font avec le revenu par habitant ordinaire. Alors, dans le rapport de la Banque de France de 2018, le Togo avait 611 $ de revenus par habitant, ce qui représente à peu près 300 000, un peu plus de 300 000 francs CFA par an. Et lorsque vous le divisez par 12 et par 30, vous vous retrouvez à 1000 francs à peu près par jour. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, le Togolais gagne en moyenne entre 1000 francs et 1500 maximum par jour. C'est ça le revenu gagné par le Togolais par habitant. Comparaison avec les autres pays, vous avez pratiquement le triple au Ghana. Vous avez le triple, le quadruple en Côte d'Ivoire, et vous avez le double, je crois, au Bénin. Et voilà, donc au Nigeria, le quadruple au Nigeria. Et voilà, donc le Togo, je l'avais déjà dit, lorsqu'on prend le revenu par habitant, par parité de pouvoir d'achat, où on tient compte du taux de change et de l'inflation, le Togo dans la zone UEMOA est avant-dernier. Ça, je l'avais déjà expliqué. C'est pour ça que dans la conclusion de mon nouveau document, j'ai fait comprendre que le défi principal à relever, c'est le relèvement du niveau de pouvoir d'achat des Togolais. Et sans ça, quelles que soient les réformes structurelles que nous allons mener, que les gouvernants vont entamer, initier, mener, ça n'aboutira pas. Est-ce que le fait de revoir la hausse, le CIMIG, n'entre pas... Non. Ça, c'est un autre problème. En fait, je ne suis pas intervenu sur ce sujet parce que je ne voulais pas. Enfin, le SMIC, c'est le taux horaire du travail. C'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 52 000, c'est ça? Oui. Vous divisez 52 000 par 30 et puis vous le divisez par 24. Et vous allez vous retrouver, je crois, à 72 francs CFA. C'est le taux national horaire du travail. Donc, le Togolais qui travaille aujourd'hui en 1 heure est censé être rémunéré à 72 francs CFA par heure. C'est ça le SMIC. Ça n'a rien à voir avec... C'est dérisoire selon vous. Oui.
Bien sûr, dans les conditions actuelles, c'est dérisoire. Je fais comprendre dans le document que nous devons partir de 4 900 milliards de richesses aujourd'hui à 21 000 milliards si les Togolais doivent bien vivre. D'accord? Alors, si vous divisez 21 000 milliards par 8 millions d'habitants, vous verrez à peu près quel est le niveau. Je crois que je suis arrivé à 4 500 francs CFA de revenus par jour. Pour chaque Togolais. Pour chaque Togolais. Donc, le revenu horaire de 72 francs, ça vous permet juste, je crois, de vous situer à 1500, 2000 francs. C'est insuffisant aujourd'hui. Et le bol de maïs est à 800 francs. Lorsque vous allez au moulin, ça fait 200 francs, ça fait 1000 francs. Oui. Donc c'est fini. Ce qui reste, qu'est-ce qui reste? Il reste plus rien. Il faut donner de l'argent à votre enfant pour aller à l'école le matin. Et il faut trouver de quoi lui payer des médicaments si tombe malade. Il faut le transport pour aller à l'école. Et il faut donner quelque chose à madame. Vos 2000 francs sont partis. Donc, ça même compter vous-même qui allez peut-être pour vous habiller, pour loger, voilà, l'électricité, etc. Vous n'avez plus rien. Donc, et c'est déficitaire. Donc, il faut revoir prioritairement, et c'est urgent. D'ici 2-3 ans maximum, il faut vraiment relever le niveau de pouvoir d'achat des Togolais. C'est ce qui va nous sauver. Mais au-delà de tout, c'est un autre langage chez nos gouvernants parce qu'on a vu, malgré la crise sanitaire en 2020, on a vu que l'économie togolaise était résiliente, forte, qui était même appréciée par les autres pays de la sous-région. Est-ce que vous avez compris que malgré tout ce bruit-là, l'économie togolaise était sur les deux pieds? Non, mais ce sont des langages politiques. Si vous êtes au pouvoir... c'est autre chose Oui, mais écoutez, lorsque vous analysez l'intervention du Togo sur UMOA titre, le Togo va chercher régulièrement des ressources. C'est de la dette. Des levées de fonds. C'est de la dette. Il va chercher de la dette. Et l'analyse nous a montré que la moyenne mensuelle de 2014 était de 20 milliards. Le Togo allait chercher mensuellement en moyenne 20 milliards 2014-2015. D'accord? En 2023, cette moyenne a grimpé à 58 milliards. Donc lorsqu'un pays passe de 20 milliards de ressources d'emprunt mensuels à 58 milliards 10 ans plus tard, on ne peut pas dire que ça va bien. Parce que la recherche de ressources de crédit ou d'emprunt, eh bien, c'est la conséquence de l'insuffisance des ressources propres du pays. Donc ça veut dire que l'économie du pays ne crée pas suffisamment de richesses pour faire face aux besoins, ce qui fait que, ou oblige les gouvernants à aller chercher de la dette. D'accord? Alors, les crédits qui sont contractés au niveau de UMOA titre servent essentiellement, en réalité, en tout cas ils sont censés, parce que ça fait 24 ans que je suis dans le marché, UMOA titre, c'est une branche du marché financier régional, et il est censé traiter des ruptures de trésorerie nationale. Et donc du court terme, du très court terme, du court terme, du moyen terme. Mais on se rend compte dans le cas du Togo qu'à un moment donné, autour de 2017-2018, la maturité de ces crédits ont progressé. Donc on est passé à plus de 5 ans, à plus de 10 ans. Et ce qui suppose qu'il y a un souci. Il y a un souci. Donc, on ne peut pas dire que le Togo, mais le président de la République, pourquoi il court, il voyage tout le temps pour aller chercher des ressources? Pourquoi il était en Corée du Sud? S'il avait une économie suffisamment résiliente, qui créait de la richesse, qui permettait aux ressources propres du pays, qui est autour de 1200 milliards aujourd'hui, les ressources internes, recettes fiscales, non fiscales, si c'était suffisant, le président de la République, il va dire merde au FMI. Il va dire merde à ces gens de sommet. Mais s'il y va, c'est parce qu'il a besoin de ressources. C'est parce que le pays a besoin de ressources. Et les chiffres sont clairs.
Donc il y a nous ne sommes pas en littérature, nous sommes en économie, en mathématiques, en économétrie, en statistique. C'est des... Voilà. Par exemple, le 24 mai 2024, sur le marché de l'UEMOA, le Togo a réussi une levée de fonds de 38,5 milliards de francs CFA lors de l'adjudication. Oui. Ça c'est pour le compte de l'année 2024. Ce que nous avons publié, c'est tout ce qui s'est fait entre 2014 et 2023. D'accord. Et de façon globale, le Togo a levé plus de 4200 milliards entre 2014 et 2023. Sur une mois titre, hein. Je ne parle pas de levée de fonds, de façon bilatérale avec ou multilatérale avec les FMI. Je parle de la dette domestique, c'est la dette intérieure, parce que tous ces fonds qui sont levés sur un mois titre entrent dans le cadre de la dette intérieure. D'accord. Donc nous avons levé à peu près 4200 milliards. C'est vrai que par rapport aux autres pays de l'UEMOA, les 8 autres pays, nous dépassons uniquement la Guinée-Bissau qui est à 684 millions. D'accord. Mais la Côte d'Ivoire qui a 13 000 milliards, par exemple, dépasse le Togo. Le Sénégal a plus de 5 000 milliards, dépasse le Togo. Mais la particularité du Togo, c'est que c'est le plus gros emprunteur de 8 pays. Lorsque vous calculez ce que nous appelons le quotient emprunteur, c'est le rapport entre la totalité de l'emprunt que le Togo a levé, divisé par la part du Togo dans le PIB de l'UEMOA. Il faut comprendre que dans le PIB, la richesse de 8 pays de l'UEMOA, le Togo représente 4%. D'accord. Et tandis que la Côte d'Ivoire a 37 000 milliards de PIB, qui est autour de 35%, le Sénégal est à 23%, le Niger, le Mali sont autour de 10, 8, 6, donc ils dépassent tous le Togo. Le Togo est à 4%. Le Togo représente, en termes de richesse de l'UEMOA, de tout l'UEMOA, le Togo représente 4%. Donc lorsque vous faites le rapport entre l'ensemble des fonds levés dans le cadre de UEMOA titre, rapporté au poids du Togo dans la zone, vous avez 2,38. Alors que la Côte d'Ivoire est à 0,84, le Sénégal à 0,55, le Bénin à 1,17. Et ça, c'est le quotient emprunteur. Et le Togo a le plus haut quotient emprunteur. C'est ce qui m'a frappé un peu dans les analyses, où je me rends compte que malgré le fait que le montant est inférieur à celui du Burkina, celui du Mali, mais en réalité, nous empruntons beaucoup trop. Et ça, c'est un signe. Lorsqu'un pays emprunte beaucoup trop, plus que les autres, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une zone unitaire, monétaire unique et unifié, nous partageons les réserves de change, partageons la même monnaie, donc le processus de création monétaire est régulé, très bien régulé. Donc lorsque un des pays va régulièrement chercher de la trésorerie, c'est parce qu'il y a un souci. Et ce souci, c'est le fait que chaque fin du mois, eh bien, il y a une forte variabilité. Ça aussi, je vais le publier bientôt. Oui, un de ces quatre. Il y a une forte variabilité mensuelle, ce que nous appelons variabilité mensuelle, entre les recettes fiscales réalisées chaque mois. Donc, vous pouvez vous retrouver, par exemple, à une fin de mois où vous avez des recettes de 15 milliards, alors que les besoins sont à quoi? À 30 ou à 35 milliards. Vous avez la masse salariale du Togo. Mais l'auteur qui est censé quand même renflouer le caisse de l'État, même parfois, se réjouit parce qu'il a fait même au-delà de ses prévisions. Tout ça, je considère que ce sont des déclarations politiques. Parce que ce que nous appelons les comptes financiers du Togo existent. Les comptes financiers du Togo sont publiés. Les gouvernants eux-mêmes aujourd'hui publient des bulletins sur la dette. Ils ont le dernier que j'ai lu, j'ai étudié, analysé, c'est le bulletin du 30 septembre 2023 qui disait que le stock de la dette globale du Togo est monté à 3600 milliards. Voilà, il était à 3300 à fin 2022 et c'est monté à
3600 milliards. Les informations que je n'ai pas encore vérifiées disent que à la fin de 2023, nous sommes montés à 3800 milliards. Donc, ils publient eux-mêmes. Aujourd'hui, la Direction générale de la comptabilité nationale, du Trésor de la comptabilité nationale, publie aujourd'hui des documents. C'est vrai que parfois, quand je fais des publications et que ça dérange, bon, on cache les choses. C'est ce qui s'est passé avec le budget. Mais donc, ces déclarations de l'ETR, pour moi, ce sont des déclarations qui sont politiques. Les réalités existent. Et ce qui est très bien en politique, c'est que les gouvernants peuvent faire toutes sortes de déclarations, mais les populations, eux, ils vivent. Ils vivent au quotidien les réalités. Donc, et justement, les conséquences de cette situation de la vie chère, ça se sent dans la scène de tous les Togolais. 10 recommandations au chef de l'État pour le Togo sortent quand même de cette vie chère. Quels sont les indicateurs, les diagnostics et puis les pistes de solutions de cette vie chère? Non, mais nous avons, ça fait bientôt 2 ans que nous avons formulé ces revendications, enfin ces recommandations. Et nous avons constaté qu'il faut d'abord, dans cette situation difficile, il faut d'abord que l'État réduise son train de vie. Donc, il faut que les dépenses de l'État, des gouvernants, il faut qu'ils les réduisent. Donc, nous avons même proposé que les salaires des ministres soient divisés par 2. Donc, voilà, ça fait partie de la... Malheureusement, on va encore avoir un Sénat, on va avoir l'Assemblée nationale dont le nombre c'est encore objectivement a grimpé. Alors que nous, il y a 2 ans, on avait proposé que pour sortir de cette situation, il faut réduire le train de vie de l'État. Et certains aussi évoquent même les voyages du chef de l'État. Est-ce que... Oui, mais bon... Est-ce que je suppose que le chef de l'État voyage aussi? Est-ce que ça se ressent dans nos poches? Mais bien sûr. Enfin, le budget de la présidence est passé de, je crois, 5 milliards il y a 10 ans à plus de 20 milliards. Donc, je suppose que c'est en fonction de ça. Non, mais ce que nous avons proposé, c'est qu'il faut d'abord réduire les départements ministériels. Il y a beaucoup trop de départements ministériels. Donc, nous avons formulé cette recommandation de passer à 20 départements, ministériels. Ça va nous faire, je crois, à l'époque, nous avons fait un calcul, ça va nous faire une réduction de 34 milliards. Avec 34 milliards, on peut quand même faire face à un certain nombre de besoins. Bon, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu ça. Espérons que, avec la nouvelle constitution et son exécution, on va passer à moins de départements ministériels. Nous avons proposé qu'il y ait un changement de business model, par exemple, dans le secteur minier. J'ai toujours déploré le fait que, étant un pays à faible revenu, un pays pauvre à faible revenu, mais disposant d'un certain nombre de ressources minières, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en place un business model qui consiste à amener des capitaux étrangers pour prendre en possession de nos ressources minières, les exploiter, et que l'État togolais ne disposerait que de 10% dans le capital social de ces entreprises-là. Je trouve que c'est un mauvais business model pour le Togo, c'est un bradage de nos ressources minières. Il faut changer ça. Est-ce dire que l'ITIE ne fait pas réellement son travail? Non, ça c'est pas le travail de l'ITIE. L'ITIE a juste pour attribution d'écrire des rapports sur comment se fait la gestion de nos ressources minières. La politique de mise en place d'exploitation, de recherche et d'exploitation de nos ressources minières, c'est le gouvernement, c'est le ministère des Mines, avec son excellent président de la République qui le met en place. Aujourd'hui, lorsque vous analysez les rapports de l'ITIE, vous vous rendez compte que le Togo ne possède maximum, l'État togolais ne possède au maximum que 10% dans l'actionnariat de toutes ces entreprises qui exploitent nos ressources minières. Je trouve que c'est mauvais. C'est dangereux. Oui. Le vrai modèle, le bon modèle pour un pays, le pays pauvre, qui veut progresser, qui veut répartir équitablement les richesses du pays, c'est d'abord et avant tout de chercher ses propres capitaux, de les investir dans
cette ressource minière tout en étant en partenariat avec un spécialiste qui connaît le domaine, qui est le secteur, et de se retrouver au moins à la majorité absolue du capital social, c'est-à-dire 51%. Et les années, au fur et à mesure que l'entreprise progresse et que l'exploitation minière se densifie, eh bien, vous pouvez céder une partie de ces 51%. Vous les aurez acquis peut-être à 10 000 francs et les revendus à 100 000 francs. Donc, ça vous fait ce que nous appelons une plus-value. Donc, ça, c'est le modèle qui adopté. Voilà, qui sied. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ce que je déplore, puisque ces 10% ne nous rapportent pas suffisamment de dividendes. Donc, j'ai toujours déploré le fait que les ressources non fiscales du pays ne représentent environ que 5 ou 6% des recettes fiscales, ou du total des recettes fiscales et non fiscales. Lorsque vous prenez le budget de la Côte d'Ivoire, c'est autour de 20%. Et ça aussi, c'est un défi à relever. Il faut que nous remontons le niveau de notre ressource non fiscale jusqu'à au moins 30% du total de nos ressources propres. Donc, le défi majeur, à part le défi de relèvement du niveau de pouvoir d'achat du Togo, c'est qu'il faut que les gouvernants fassent tout pour quitter le modèle d'endettement permanent dans lequel nous nous sommes engouffrés depuis son excellent président Yadema. Et ça, je l'ai expliqué dans le document. L'endettement du Togo ne vient pas d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas sur ces 20 dernières années avec l'action chef de l'État. Non, ça a commencé depuis 1974 avec le président Yadema. Et j'ai expliqué comment on est arrivé aux premiers endettements et à l'explosion de l'endettement. Et on a commencé à avoir un déséquilibre financier qui a poussé le pays à s'endetter, à passer par des réajustements structurels, des ajustements structurels, et jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut arrêter avec ça. Nous aurons dû le faire avec le processus d'allègement de la dette en 2010, profiter et asseoir notre économie sur nos propres ressources et faire comme le Sénégal, sur un mois titre. Le Sénégal a 0,55% de quotient d'emprunt. Le Sénégal est le pays le moins emprunteur de la zone UEMOA. Donc, ça veut dire que le Sénégal fait des efforts pour asseoir son économie sur ses propres ressources et s'occuper de ses besoins, de manière à ce que même s'il faut contracter des dettes, il faut les faire avec beaucoup de prudence et d'intelligence. Madame, Monsieur, nous sommes avec Dr Thomas Dodinete Koumou, président de l'association Veille économique et coordonnateur de la coalition LIDAO. Nous sommes en train d'évoquer la situation économique de notre pays et ce que nous devons faire pour réduire drastiquement ces dettes. On va marquer la pause, le temps de servir nos annonceurs. On va revenir pour la suite du débat et évoquer les sommets auxquels participe le Togo. Le dernier, c'est le sommet Corée du Sud-Afrique, le 4 et 5 juin dernier. 47 accords signés avec 23 pays sur les 48 pays participants. Que représentent économiquement ces sommets pour les pays africains, pour notre pays, le Togo? Madame, Monsieur, ce sera après ceci. Une entreprise qui souhaite se développer et ramène au pays. Non, mais je crois que, ça je l'ai déjà dit, je crois que c'est sur Victor FM que je l'ai dit pour la première fois, où j'avais estimé que les détournements de fonds publics au Togo sont consubstantiels à la conservation de pouvoir. Donc, il y a un fait, et les gouvernants aujourd'hui ont une priorité. Et la priorité des priorités, c'est d'abord de conserver le pouvoir. Et après, on verra. Donc, il se trouve que si vous êtes dans cette logique-là, eh bien, si vous attribuez des marchés à des gens qui vous entourent, ceux que nous appelons les turiféraires, qui gravitent autour du trône, eh bien, à partir du moment où vous aurez besoin de leurs services, des moments cruciaux pour la conservation du pouvoir, eh bien, l'impunité a un problème. Donc, la dernière fois, j'ai été invité par le CACIT,
nous avons débattu sur l'impunité, de façon générale, hein, impunité de tout ce qui est droit de l'homme, impunité de tout ce qui est crime financier, etc., où on se rend compte que, eh bien, personne n'est puni. Eh bien, je leur ai expliqué que c'est simple. Vous ne pouvez pas punir les gens à partir du moment où vous aurez besoin d'eux, à des moments cruciaux. Donc, lui-même, il avait reconnu qu'il y a une minorité qui pille les richesses du pays. Oui. Ça veut dire qu'il connaît le groupe, là. Oui, bien sûr. Et ce message-là, il a fait sciemment. Il sait ce à qui il était destiné. Maintenant, une chose est de pouvoir faire le diagnostic. Une autre est de pouvoir solutionner et agir. Et je l'explique clairement, la priorité, c'est d'abord et avant tout la conservation du pouvoir. Maintenant, si il faut poser des actes, punir des gens, et que ça puisse concourir à ce que le pouvoir tombe. Parce qu'il y a des exemples, aujourd'hui, la route Le Mont-Vaughan en fouet, on a vu ce qui s'est passé, le cas de gestion des fonds de Covid, on a vu aussi comment ça s'est passé à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, les Togolais sont là, même après le rapport de la Cour des comptes, finalement rien n'est fait, mais les Togolais se demandent, mais à quoi ont servi tous ces bouquins-là autour de ce rapport et autour d'autres dossiers d'État? Dans le document que j'ai publié, enfin, j'ai juste fait une petite pour démontrer qu'il y a toujours un problème de détournement de fonds publics. Il y a une partie dans le rapport de la Cour des comptes qui a évoqué le fait qu'on a attribué un marché de plus de 200 millions à un département ministériel. Ce n'est pas à son excellent président de la République d'enseigner aux ministres qui sont en place qu'il est interdit qu'un département ministériel soit un fournisseur ou un client ou un attributaire de marché. C'est interdit par la loi. Donc un ministre est censé le savoir. Mais c'est ce qui a été fait lors de la Covid Gate. C'est ce qui a été fait entre le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et le ministère du développement à la base pour la fabrication de masques artisanaux. Mais ce n'est pas le président de la République de leur enseigner cela. Alors, une fois que vous êtes nommé ministre, vous êtes censé comprendre le pays, connaître les lois, et lorsque vous voulez faire ces genres d'attribution de marché, et vous êtes censé demander des informations, notamment à la Cour des comptes, à, je ne sais pas, à l'AMP, et voilà, à la direction générale de... Voilà, il y a une direction aussi qui s'occupe de tout ça. Mais ils l'ont fait. Ils ont attribué ce marché, ils l'ont exécuté. Donc, mais est-ce que le président de la République a puni aujourd'hui? Non. Et c'est ce que j'explique. Tout ce monde-là se retrouve aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. Avec une immunité parlementaire. L'autre sujet, c'est ce sommet après la France, le Japon, les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud aussi fait yeux doux à l'Afrique en organisant son sommet le 4 et 5 juin dernier avec 48 pays présents. À la fin, c'est 47 accords qui ont été signés avec 23 pays. Dr Koumou, est-ce que ces différentes puissances mondiales peuvent sauver l'Afrique à rembourser efficacement ses dettes? Bon, ces derniers temps, il y a beaucoup qui se dit sur les réseaux sociaux, avec l'AES, le départ de ces trois. Mais on a même le sommet Russie. Oui, Lavrov qui se promène, etc. Il y a une chose que je voudrais expliquer. Il faut que le noir, l'Africain noir, comprenne que nous sommes dominés, enfin le monde est dominé par la race germano-arienne. La race qu'on appelle la race germano-arienne, c'est ceux que nous appelons les Blancs. Ça fait 5000 ans, plus de 5000 ans qu'ils dominent le monde. D'accord? Et pour affronter ça, l'Afrique subsaharienne doit faire preuve de beaucoup plus d'intelligence. Nous n'avons pas les moyens de les défier. Alors, le sommet de la Corée s'inscrit en réalité dans la géopolitique actuelle, où vous avez la Russie qui a décidé
de tout bouleverser, parce que Poutine estime qu'on lui a volé sa zone d'influence. En tout cas, et que ce processus de multilatéralisme et de mondialisation dont on parle, eh bien, ne lui permet pas de faire des affaires dans tous les pays qui l'entourent, qu'il a hérité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en tant que vainqueur. Donc, il a fait des réunions avec les États-Unis et l'Europe et leur a fait comprendre qu'il veut reprendre sa zone d'influence. Si on ne le lui donne pas, eh bien, il sera obligé d'aller chercher des partenariats dans la zone d'influence du pays le plus faible. Et le pays le plus faible parmi eux, c'est la France. Donc, il a commencé avec l'Algérie, il a continué avec la Centrafrique. Aujourd'hui, il est au Burkina, au Mali, au Niger. Et demain, il sera au Tchad. Il vient de passer au Congo-Brazzaville. Mais avec une présence militaire remarquable. Donc tout ça, ça nous conduit doucement vers une troisième guerre mondiale qui ne dit pas son nom. Alors la Corée du Sud, là où se trouve la Corée du Sud, se trouvent les États-Unis. C'est leur allié. D'accord? La Corée du Sud d'ailleurs a été entièrement, avec le Japon, a été entièrement construit par les capitaux américains. Donc aujourd'hui, on a l'impression que les États-Unis et les pays européens sont en train de sous-traiter leurs relations avec l'Afrique. Ils pensent qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de voix. Les Africains sont en train de chasser les Américains, chasser les Français. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par des alliés, d'où l'organisation de ce sommet, de façon politique et géopolitique, par la Corée. Alors, malheureusement, la Corée et le Ghana et certains pays d'Afrique étaient au même niveau au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1948, je l'ai toujours dit, la Chine représentait 0,9% du commerce mondial, alors que l'Afrique subsaharienne représentait 7% du commerce mondial. Aujourd'hui, eh bien, la Corée du Sud, c'est 900, je crois, plus de 900 000 milliards de francs CFA de PIB. Samsung, l'entreprise Samsung de la Corée du Sud, pèse 40 000 milliards de francs CFA. Ça regroupe la richesse des 7 pays de l'UEMOA en dehors de la Côte d'Ivoire. D'accord? Donc la Corée du Sud pèse lourd. Et la Corée du Sud a toujours été, à l'instar des autres pays, le donateur. Donc aujourd'hui, eux tous, ils sont en train de se positionner. Il se trouve que les ressources minières qui permettent aujourd'hui de continuer par être à la pointe de la technologie se trouvent en Afrique. J'entends, enfin je n'ai pas encore la confirmation, j'entends qu'on a découvert le coltan en Côte d'Ivoire. Or le coltan fait partie des composants, des ressources minières qui ont tout ce qui est fabrication de haute technologie. Et la Corée du Sud est un pays qui fabrique des appareils de très haute technologie. Donc, la Corée du Sud a estimé qu'il doit faire jeu doux à l'Afrique. Absolument. Donc, l'aide publique au développement, ils disent qu'ils vont le doubler, passer à 10 milliards de dollars. Mais en réalité, cette aide est versée à une institution qui s'appelle le Comité d'aide au développement, qui est logé au cœur de l'OCDE. Et c'est cette institution qui gère l'aide publique au développement de tous ces donateurs-là. Et c'est à cette institution que nos pays vont devoir... Les accords qui ont été signés, il y a certains qui seront multilatéraux et d'autres qui seront bilatéraux. Donc les accords bilatéraux, eh bien, ce sera entre la Corée du Sud et ces pays. Les multilatéraux, eh bien, vont passer par le biais de l'OCDE. Qui va gérer cette aide-là. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir sur le 92 02 80 63 99 70 70 90 pour poser des questions à notre invité, Dr Thomas Dojinete Koumou. Le premier intervenant, c'est M. Pelé. Bonjour. Bonjour, M. Koumou. Bonjour, c'est M. Koumou. Première précipitation, tout à l'heure, ça a été depuis 1974 que le projet a déjà commencé. Est-ce que, parce qu'en fait, c'est depuis 1974 que l'animation de l'Internet du PDC a commencé. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'on a regardé? Parce que si on le fait, que si c'est les réunions alliées et les réunions en Afrique, qui sont la plus vaste de l'Afrique, le pays est le champion. Parce que c'est des grandes réunions ici.
Deuxième préoccupation, M. Koumou, qu'est-ce qui nous a fait disparaître dans les GLP? Ok. Ok. 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous, avec notre invité Dr Thomas Dodji Nete Koumou, président de l'association Veille économique et coordonnateur de la coalition NIDAO, qui est avec nous ce matin. Pas de réaction. Dr Koumou, il avait dit que la dette du Togo a... Ok, on va prendre l'autre intervenant. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. À quel honneur? Oui. Votre identité? Je m'appelle Gérard. Oui, Gérard. Allez-y, Gérard. Voilà. Je félicite le développement intellectuel de notre frère. Mais moi, j'ai quelques questions. Il y a combien d'économistes dans le gouvernement en cours actuel? Et il y a combien de scientifiques? Et quels sont les programmes? Parce que tout ce qu'on a développé, on comprend que le mal est là depuis. Et ça ne continue, et le mal ne fait que continuer d'engrainer le pays. Et notre vie commune, et ça continue pas à vivre. Et ce qui est ahurissant, c'est que on constate que les gens, ceux qui gouvernent ne sont pas des ignorants en la matière, mais c'est qu'on ne continue pas à faire ce qui va faire mal ou fait mal à leurs frères et sœurs, mais on continue de jubiler parce qu'on fait mal. Est-ce que ça, ce n'est pas des crimes? Ok. Contre l'État, contre la population togolaise. Ok. Je ne peux pas imaginer que on évolue dans ce sens et on continue pas à traiter, on continue pas à distribuer de l'argent gratuitement, on continue pas à faire croire que ça marche. Ça, c'est du crime. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Gérard. La dernière, c'est Madame Essi. Bonjour. Est-ce qu'elle est là, Madame Essi? Bonjour. Oui, elle est là. Ok. Salut, Monsieur Thomas, il nous a manqué. Bonjour. Et puis voilà quoi. Beaucoup manqué, il a laissé dans la souffrance, dans la douleur, si on peut le dire. Voilà, dans quel état où les gens se sont accaparés du pouvoir et l'argent, et puis on est là quoi. Et puis vous êtes des personnes. Le Togo regorge des personnes ressources comme vous, mieux que ramènent ici, qu'ils importent, comme les Tony Blair, les DSK, tout ça là. Et puis voilà, on est dedans, et la sur retrahison, personne ne dit rien, sauf quelques-uns comme vous, et puis on est là. Et puis voilà, quoi. Les gens refusent de faire la démocratie, et le pays détruit. Le pays détruit, la population avec. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Essi. Rapidement, Docteur Koumou Pelé, qui est le tout premier à nous téléphoner, disait que c'est vrai que vous avez commencé, il avait dit que cette dette du Togo a commencé depuis 1974 avec le regret des choses de l'État Gnassingbé et Yadema. Mais c'est à ce moment-là que l'animation était aussi à son comble avec son voisin du Zaïre. Est-ce que c'est à ce moment-là, au lieu de travailler, est-ce qu'on a laissé, on a trop dansé, c'est pourquoi on s'est engouffré dans la dette à partir de 1974? Bon, j'ai expliqué qu'il y a un basculement lorsque le président Sylvain Solumpi a été assassiné. Je l'ai expliqué, j'ai étudié les documents anciens, surtout le programme d'ajustement structurel du Togo. Et j'ai constaté malheureusement que le président Sylvain Solumpi était dans une autre logique. Il voulait asseoir le pays sur ses propres ressources. Donc il ne voulait pas entrer dans cet endettement endémique. D'ailleurs, je pense que c'est la principale raison, autre que la monnaie, qui a fait qu'on l'a assassiné. Maintenant, son excellent président de la République, Gnassingbé Yadema, lui, dès qu'il a pris le pouvoir en 67,
eh bien, on a constaté que dans les documents, qu'il a pris contact avec les partenaires FMI Banque mondiale, il a commencé par prendre la dette. Et il y avait un projet de modernisation. Ils ont initié un projet de modernisation de l'économie togolaise et d'industrialisation. Et donc, ils sont partis chercher de la dette à l'extérieur avec des taux non concessionnels. Et malheureusement, toutes ces entreprises ont fait faillite au bout de 10 ans. Donc la dette est demeurée. Maintenant, la faillite ou la mauvaise gestion, est-ce que c'est tributaire de l'animation? Ça, je ne saurais le dire. La deuxième partie de sa question, c'est qu'avec votre coalition Lidao, vous faisiez partie du grand mouvement citoyen, mais vous étiez le premier à claquer la porte de ce regroupement. Monsieur Pelé veut savoir pourquoi cette sortie prématurée à ce moment. J'ai gardé le silence sur tout ça jusqu'à présent et je vais continuer par garder le silence pour l'instant. J'ai écrit un courrier de départ. Je l'ai publié sur les réseaux parce que, et ça je veux l'expliquer, c'est parce que nous demandons à des populations de se sacrifier pour la libération du pays. Lorsqu'on demande à un peuple de verser son sang, de mourir, pour que vous soyez peut-être ministre après, ou je ne sais pas quoi, qu'il s'agisse de la société civile ou de la politique, eh bien, on doit informer ces populations-là. C'est pour ça que j'ai publié le courrier. Mais pour ce qui concerne ce dossier, je voudrais en parler, mais ce sera peut-être dans 1 an. 1 an? Oui, après les élections municipales où tout sera bouclé. Et peut-être que j'évoquerai ça veut dire que vous avez d'autres révélations à faire? Il y a beaucoup d'événements qui vont se passer d'ici 2025. Ok. Merci beaucoup à vous, docteur Thomas Koumou. Je voudrais juste dire que je suis disponible. À présent. Je suis neutre, disponible. Et si le président de la République, Florian Sibé, voudrait me solliciter pour aider, je suis disponible. Et si la société civile, dans la sincérité, les politiques, dans la sincérité, ils voudraient me solliciter pour les aider, je suis disponible. Je suis comme une girouette qui indique la direction du vent. Merci beaucoup à vous, Dr Thomas Dodji Nete Koumou, président de l'association Veille économique, coordonnateur de la coalition Lidao, d'être passé dans cette émission. C'est fini pour ce débat de ce vendredi 7 juin 2024. Andjoy Allah était sur la page Facebook de la radio. La technique était dans les mains de Haïti, mais sans réalisation. Claudia a dit non. À 8h30, Nessina Kogo, la rédaction retrouve pour le journal La Réveil. Bon début de week-end à toutes et à tous.